Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue pour cette première sur Judaic FM de notre nouveau rendez-vous, les chansons de votre vie sur Judaic FM, avec quelqu'un que vous venez d'entendre qui va être notre parrain. Ça vous va, Dany, parrain? C'est sympa, parrain, ça vous va bien? Notre parrain, c'est le dandy de la chanson française, le swing de la chanson française. Il cultive la bogossitude comme personne. Les années passent. Je vais rougir. Hein. Mais non, je vous assure, c'est totalement sincère. Nous sommes ravis, Dany, de vous accueillir pour cette c'est réciproque. Et pour ce premier numéro. Alors le principe c'est simple. Vous nous avez donné 5 chansons qui ont un peu jalonné votre vie. Et au travers de ces 7 chansons, on va essayer d'en savoir un tout petit peu plus sur vous. Alors la première chanson, c'est l'Oriental. Oui. L'Oriental, c'est quoi? C'est clair au moins. Ça veut dire que j'en suis un. C'est votre carte d'identité, c'est quoi? Je suis né en Afrique du Nord et donc je me sens profondément oriental. En tout cas, méditerranéen. Oriental, je sais pas jusqu'où va l'Orient parce qu'il y a le Moyen-Orient, le Proche-Orient. Bon, mais en tout cas, je me sens profondément méditerranéen et c'est ce que d'ailleurs j'ai eu envie d'apporter dans la chanson, un peu de soleil. Et donc le monsieur qui a écrit cette chanson, et c'est vraiment c'est un repère pour nous puisque c'était la voix des gens qui étaient des émigrés qui venaient en France et sa musique nous réchauffait, sa voix, son style. Voilà, c'était un style profondément méditerranéen. D'autant plus cette chanson, c'est vraiment une chanson qui vient d'Algérie, je crois. Oui, à la base, oui. Voilà, c'est même pas une chanson française, en fait. C'est une chanson, je crois, qui... Chanson adaptée par voilà. Par le monsieur dont vous êtes en train de parler, qui est monsieur Enrico Macias, qui est notre parrain tous. Qui est monsieur Enrico Macias, qui est vraiment notre parrain, et qui nous a adouci la vie avec ses chansons, parce que quand on est arrivé, c'était un peu dur, quand même. Vous êtes arrivé en 65, c'est ça? 67. En 67. C'est la guerre des 6 jours qui a déclenché, donc... quelques violences à Tunis et je crois que le lendemain mon père comme ça son magasin était saccagé. Mon oncle était canteur à la grande synagogue de Tunis, s'appelait Nathan Cohen. Il y a eu des violences, etc. Donc mes parents ont pris peur, ils sont partis le lendemain, je crois, en laissant tout. Vous avez des souvenirs à 2 ans? On n'a pas vraiment de souvenirs de la Tunisie. Vous avez des images comme ça, des parfums? J'ai pas d'images, mais j'y suis retourné. Je suis retourné à la Goulette il y a quelques années parce que j'avais fait un concert au Festival de Carthage. Oui. Et donc je suis allé dans la maison où étaient nés mes parents et elle était détruite. Donc, mais en revanche, je suis allé dans la maison où je suis né et là, elle était là. Donc je suis allé et il y avait un monsieur qui m'a ouvert, c'était un psy. C'était un psy. Et il m'a dit, vous savez, cet appartement porte bonheur. C'est l'appartement où je suis né, à Tunis, rue Lafayette, un truc comme ça. Et avant de commencer l'émission, vous me disiez, Dany, c'est ta première ici, tu vas voir, je porte bonheur. Oui, moi je porte bonheur, ouais, c'est vrai. J'ai remarqué. Vous croyez à ça, vraiment? Vous croyez qu'il y a des gens, qu'il y a des lieux qui portent bonheur? Vous êtes plutôt superstitieux? Non, je suis pas superstitieux, mais je suis mystique. C'est-à-dire que je me sens relié à une énergie et comme je crois que j'ai une bonne énergie, je crois que j'en fais profiter les gens qui sont autour de moi. Et cette bonne énergie, vous l'avez eue toujours? Enfin, là, on était en train d'évoquer votre toute petite enfance. Vous avez toujours été solaire comme ça, gamin? Vous étiez toujours comme ça, joyeux? Vous étiez d'un bon naturel? Non, je crois que je suis d'un naturel un peu sombre, moi. Mais si vous voulez, je travaille sur moi pour essayer justement, à travers le métier que je fais, d'apporter de la joie, parce qu'en fait, ça m'en apporte à moi. Parce que moi, peut-être que je ne suis pas, ma première nature n'est pas totalement solaire. Je crois qu'elle est un petit peu assez mélancolique. Voilà. Comme beaucoup d'artistes, il y a le côté solaire, il y a le côté scène. D'ailleurs, je dis souvent, les gens sont étonnés de me voir dans la vie pas aussi heureux que ça. Je dis, mais vous savez, les artistes sont pas des gens heureux. Arrêtez de nous croire qu'on est des gens qui faisons la fête toute la journée. Si on fait ce métier, justement, c'est parce qu'on ne l'est pas. Alors, en faisant ce métier, en fait, on l'est de plus en plus. Puis peut-être un jour, on finira par l'être. Ça ressemblait à quoi, l'enfance de Daniel Cohen? C'est votre vrai C'est mon vrai nom. Non, pas Daniel, Dany. Je m'appelle. J'y tiens parce que c'est mon grand-père qui s'appelait Dany. Et beaucoup de gens. C'est Dany. Oui, beaucoup de gens pensent que je m'appelle Daniel, donc je m'appelle Dany. En revanche, je suis pas content parce que ma mère a mis un i à Dany. J'aime pas du tout, j'ai mis un y. D'accord. Et alors, l'enfance de Dany, c'était comment? Alors, l'enfance, donc j'arrive de Tunisie chez ma grand-mère, qui était déjà venue en France un peu avant. Oui. Et j'arrive dans une banlieue qui s'appelle Saint-Geneviève-des-Bois. Chic. Voilà. Et c'était l'Essonne, et j'ai grandi dans une ambiance très bucolique. Bon, mes parents étaient complètement dépaysés, puisqu'ils avaient grandi au bord de la mer et dans la douceur de vivre. Et là, on arrive dans une banlieue
voilà, mais qui était bien quand même, parce que moi j'aimais bien aller à l'école, par exemple. C'était une vraie évasion pour moi. Et donc nous avons grandi avec la famille, ma grand-mère, mes tantes, un vrai matriarcat méditerranéen. Et là j'ai grandi avec la cuisine tunisienne, la musique. On écoutait arabe, quoi justement Farid El Atrache. D'accord. Kalsoum. Oui, on n'était pas rancunier quand même. Je vois ça. Toute la musique arabe et mon c'est père pas très était. swing tout ça. Ah si, il y a un swing dans la musique arabe. D'ailleurs, Claude François en parle toujours. Donc dans ses interviews. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure de Claude François. Mais... Donc il y a un swing dans la percussion, la derbouka qui est ternaire. La musique est ternaire. Non, il y a un grand rythme dans ces chansons-là. Bon, c'est pas un rythme trépidant, mais il y a une espèce de transe quand même. Et en chanson française? Alors, en chanson française, c'est par la radio que j'écoutais, que j'ai découvert. Donc, c'était en 67. Et je crois que 67, c'est l'année de la sortie des Demoiselles de Rochefort. Et figurez-vous, je m'en souviens. J'avais 2 ans, mais je me souviens de la musique des Demoiselles de Rochefort qui passait à la radio. Et j'aimais déjà Michel Legrand à 2 ans et demi. Vous vous rendez compte? C'est quand même être extrêmement précoce. Ah oui. Généralement, à 2 ans et demi, on écoute des comptines. Des comptines, c'était les fabulettes de Anne Sylvestre. Oui, c'est vrai. Et Chantal Goya était pas née encore. Non, pas encore. Donc, ni Dorothée. Ni Dorothée, elle n'existait pas. Non, mais par la radio, en fait, ma mère mettait la radio toute la journée et j'ai découvert toute la chanson de l'époque. Et je crois que on était en plein âge d'or de la chanson. 67, 69, 70, c'était l'âge d'or. Et Jodassin, Dalida, Claude François, j'ai grandi avec tout ça. Et je pense qu'on a atteint un sommet dans la chanson. Et on pensait que ça durerait toujours, l'âge d'or de la chanson, mais il n'a pas duré. Donc c'est vraiment ces années-là, 60, 70, début 80, après j'ai lâché. Et c'était l'âge d'or du 45 tours. Oui. Vous vous souvenez des manches-disques et des 45 tours? Bien sûr, on m'offrait ça pour mon anniversaire, parce que tout le monde voyait que j'avais un goût pour la musique. Personne ne savait que je deviendrais chanteur, mais tout le monde voyait que j'adorais. Vous le saviez déjà? Il paraît que dans le bateau qui amenait de Tunis à Marseille, il paraît que je chantais tout le temps. Donc, je chantais une chanson tunisienne, comme chantait ma mère, qui s'appelait Maman, j'ai mal au cœur. Voilà. Je peux vous la chanter si vous voulez. Vous êtes chiche? Allez, oui, ça c'est comme ça. Il paraît que je chantais Oh maman, j'ai mal au cœur, vite appelle le docteur. C'est mon frère qui m'a fait peur à la rue des 3 couleurs. Oui, ça swing déjà. Non, moi je le fais en swing. Alors ça, c'est pour votre prochain. Alors bon, ça c'est ma Madeleine de Proust. C'est vraiment une chanson. L'album que vous avez dédié à Charles Aznavour, l'hommage à Charles Aznavour est sorti il y a 2 jours. Mais là, je pense que vous avez déjà le titre fort de votre prochain album. Non, mais disons que je veux dire qu'il n'y a pas de hasard. Si en allant en France, je chante toute la traversée, c'est comme s'il y avait quelque chose qui augurait, qui est un signe avant-coureur. Vous voyez. Puis j'ai toujours chanté. Je chantais à l'école. Je tapais je prenais mes cartables comme des percussions. Vous aimiez attirer l'attention déjà? Pas du tout, justement, je suis un mec très réservé. Et d'ailleurs, souvent, là j'étais un week-end, les gens m'ont dit alors chante-nous quelque chose. Je dis, je peux pas, il me faut une salle avec des lumières. J'arrive pas à chanter en public devant un petit comité. J'arrive pas à faire ça. Je sais pas. Je suis trop réservé, mais j'avais un goût. Les gens ont vu que j'avais un goût. Mon grand-père m'a offert une guitare. Voilà, j'écoutais. Mais à quel moment vous êtes aperçu que vous aviez justement ce pouvoir de séduction sur les autres? Parce que ça, on s'en aperçoit très vite. Ce pouvoir que lorsque vous chantiez, que lorsque vous dansiez, les gens vous regardaient. Oui, c'est vrai. Qu'il y avait un attrait, quoi. Je crois que j'ai fait un concours dans une colonie un jour. Je devais avoir 11 ans. Je chantais une chanson de Noam, je crois. Noam, difficile de choisir. Voilà, oui, c'était je sais pas si c'était Noam, c'était Moi je veux vivre tango. Alors ça c'est des chansons que personne connaît, mais voilà, je chantais ça et j'avais gagné. Ça à Guy Marchand qu'à Noam, ça. Et j'avais gagné. Et voilà, et là j'ai vu que c'est vrai que quand je chantais, en fait, les gens étaient intéressés. Alors après, je crois au lycée, j'amenais ma guitare, je crois, vers 15-16 ans. Au lycée, pendant les cours, j'ai vu que les gens, il y avait un petit attroupement. Non, puis ça pour pécho, c'est bien quand même, quoi. Ça gagne 15 jours. Pas plus. Moi, je pensais que ça accélérait vraiment, quoi. Et après, je crois que quand j'ai eu mon bac à 17 ans, je suis à la Natania. Oui. Où ma tante m'avait invité. Et là, j'ai pris ma guitare. Et là, c'est vrai que sur la place du Kikar, je dis ça parce qu'il y a des gens qui vont connaître tout ça. Il y avait un attroupement quand je faisais de ma guitare et même à la plage. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais j'osais pas dire. Je voulais faire des études, je voulais être sérieux. Et ils n'ont pas fait de statue encore là-bas sur le Kikar Nathalie. Il n'y a pas une plaque ici à commencer à chanter Danny Briand. À la maison, on était très très pratiquants. Non, c'était un judaïsme d'ailleurs que j'aime beaucoup. C'est un judaïsme avec des repères dans l'année.
Par exemple, le jour de l'an, Pâques, les Shabbats, tout ça, ça donne des repères dans la semaine. Judaïsme traditionnaliste, en fait. Ouais, mais open, je sais pas, ouvert sur les autres, pas enfermé dans un uniforme, dans des barbes, des trucs. C'était même mon oncle, par exemple, qui était rabbin, il n'avait pas de barbe. Vous voyez ? Il était cantor. Il était cantor, bien sûr, et il est devenu grand rabbin de Marseille. D'ailleurs, quand même. les gens le saluent beaucoup parce que c'était un grand sage, il s'appelait Joseph Cohen. Et c'était un rabbin qui n'avait pas de barbe. C'est rare aujourd'hui. C'est très, très rare. Voilà. Et il était beau gosse, et je crois même qu'il. Non, chez les libéraux, il y a Voilà. La barbe n'est pas. Alors moi, j'adore ce judaïsme-là. Voilà, qui donne des repères, qui donne une tradition, parce que je prends toujours que c'est des prétextes. Pendant les Shabbats, c'est des prétextes de se retrouver avec les frères, sinon on se voit pas. Bien évidemment. Donc j'aime bien ce côté-là de la religion, mais pas dogmatique, qui permet des réunions, qui permet de célébrer le printemps quand Pâques arrive, de célébrer la nouvelle année. Là, par exemple, c'est la nouvelle année, tout le monde sait que la nouvelle année commence maintenant, pas en janvier. Bien évidemment. C'est logique, après les vacances. Bon, bref, j'aime bien ce repère Un de judaïsme ouvert. Ouvert, et voilà, et c'est sympathique. Voilà, comme sont les Tunisiens, le kiff, quoi. Ils kiffent. Alors là, c'est pas un Tunisien qu'on va écouter, c'est un Constantinois. Vous le disiez tout à l'heure, Dany, c'est un peu notre parrain à tous. On a l'impression qu'il fait partie de la famille depuis toujours. Monsieur Enrico Macias, l'Oriental. Oriental, le choix, la première chanson choisie par Dany Briand sur Judaïque FM pour cette première des chansons de ma vie sur Judaïque FM. Enrico Macias, vous l'avez rencontré souvent, j'imagine. Ah oui, plusieurs fois, oui. C'est l'avantage de ce métier, c'est qu'un jour on rencontre ses idoles. J'ai rencontré Aznavour, j'ai rencontré Enrico, j'ai rencontré pas mal de gens que j'admire et que j'aimais. Et justement, et vous qui êtes très timide dans la vie, oui. Ça se passe comment quand on rencontre quelqu'un qu'on a vu par l'intermédiaire d'un petit écran durant des années ? Bah non, parce qu'en fait, je suis pas timide dans ces moments-là, parce que j'ai l'impression que c'est des gens qui font partie de ma famille, comme j'ai grandi avec. Bon, je suis vraiment, j'y vais doucement, mais je trouve que c'est une joie qu'ils soient toujours là déjà. Parce qu'il y en a plein aussi que j'ai pas rencontrés, que j'adorais. Montand, j'ai pas pu le voir. Gainsbourg, j'ai pas pu le voir. Donc, ceux-là, je les préserve. Parce que franchement, ils sont trop précieux. Donc, non. Mais vous êtes comme un petit garçon, quoi. Oui. Je suis comme un petit garçon, ouais, devant devant les pères, les maîtres, quoi. Oui, absolument. Parce que je me considère comme leur élève. C'est-à-dire que s'ils n'étaient pas là, ils ont posé les jalons. C'était des passeurs. Maintenant, on écoute la musique de Macias. Ça a été un passeur de la musique méditerranéenne. Il l'a digéré, il l'a passé en France. Il n'y en a pas tant que ça. Bien évidemment. Qui l'ont digéré, qui l'ont passé. Aznavour, c'est la musique d'Europe de l'Est, d'Arménie. C'est des passeurs, ces gens-là. Donc, ils sont très importants. Il faut vraiment les préserver. Alors, deuxième chanson que vous avez choisie. D'ailleurs, cette chanson, c'est le titre, si je ne m'abuse, de votre 8e album. Oui, exactement. C'est l'histoire d'un amour. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est l'histoire de deux amours. Dans votre vie, il y a la chanson et la danse. Ah oui, ça c'était un album que j'ai fait, c'est vrai, qui a très très bien marché d'ailleurs, où je mêlais la chanson et la danse, parce que j'ai fait un album de reprises, c'était pas des chansons que j'avais écrites, oui. Parce que je trouvais qu'on dansait mieux sur des chansons qu'on connaissait déjà. Et donc j'avais repris un peu toutes les danses de couple avant Danse avec les stars. Je préfère prévenir, parce que précurseur. J'avais engagé donc Voto et Maxime Desremez, voilà, qui étaient deux éminents danseurs, qui n'étaient pas connus avant. Et on a fait toute une tournée comme ça, avec des parquets de danse dans les zéniths. C'est ça. Alors, il faut le préciser pour les auditeurs de Judaïque FM. Vous vous déplaciez avec un parquet, ouais, avec un dance floor. C'est ça. Et vous faisiez danser le public. Mais voilà. Faut être fou pour faire un truc comme ça. Faut être fou, mais je le suis un peu, donc ça va. Ça se voit pas, là, comme ça, mais je le suis. Donc, ce qui vous motive dans la vie, Dany, sans faire de la psy à 2,50 €, mais c'est quoi? C'est les challenges, c'est les défis, c'est aller tenter des choses. Oui, c'est quand on me dit ça marchera pas, quand on me dit ça, ce style-là, pendant longtemps, quand j'étais au cabaret, par exemple, je faisais du swing, manouche, tout ça. Déjà, avant, je faisais Suzette, c'était swing avec des guitares un peu Django. Les gens me disaient mais ça marche pas, c'est pas possible. Hein. Bon, c'était la grande époque des années 80 avec tous les chanteurs. Et moi, je leur dis non, je pense pas comme vous. Et j'ai remarqué que chaque fois que je pensais pas comme les gens, en fait, c'est là que ça marche. C'est quand je fais ce que les gens me disent que ça fonctionne pas. En fait, j'écoute plus personne. Et c'est votre singularité qui marche, quoi, en fait. C'est le fait d'être un peu à contre-courant et puis de pas suivre la masse, quoi, les goûts de la masse, parce que les goûts changent, le public change. Et puis le public, c'est vrai, au départ, il peut ne pas aimer ce que vous faites, mais après il s'habitue et après il peut faire innovation. On a l'exemple avec Charles qui a mis 17 ans de bide. 17 ans de bide, voilà. Lourd, de bide. Donc lourd. Ça, c'est des exemples à suivre. On sait très bien que quand on est dans l'air du temps, ça va, mais quand on l'est pas, c'est où on est vraiment il faut arrêter, ou alors on est un peu en avance. Alors, cette chanson, Histoire d'un amour, vous allez bien évidemment nous dire ce qu'elle évoque pour vous, mais
Si on vous dit pour vous définir que vous êtes un chanteur de chansons d'amour, c'est quelque chose que vous prenez? Bien sûr, je voulais être un crooner, moi. Et le crooner, qu'est-ce qu'il fait? Vous l'êtes. Qu'est-ce qu'il fait? Il chante des chansons d'amour. Sinatra n'a jamais chanté des chansons d'amour. Bon, il m'est arrivé de chanter 2 ou 3 chansons sociales, mais quand même, la base de la musique, c'est quand même le sentiment. Et c'est d'apporter la rêverie et l'évasion de l'amour. L'amour sous toutes ses formes. C'est pas seulement l'amour d'un homme et d'une femme, l'amour d'un enfant, l'amour de la vie, l'amour, le cœur, en fait, le cœur. Moi, je pense que la musique, c'est de l'amour et l'amour, c'est de la musique. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va chanter d'autre? Je suis pas un chanteur politique, je suis pas un chanteur journalistique, j'ai pas choisi ce registre, même si ça m'empêche pas des fois d'en faire 1 ou 2 où je donne quelques réflexions. Mais c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'apporter l'évasion et la paix. Alors justement, qu'est-ce qui fait, vous parliez de vos débuts au cabaret, au Trois Maillets, qu'est-ce qui fait qu'un jour, un étudiant en médecine décide d'aller chanter au cabaret? Écoutez, c'est quoi le vent de folie qui vous a... je sais pas. Il y a un moment dans la vie, je sais pas, la vie vous prend par la main et vous emmène sur des chemins. Je jamais imaginé que je deviendrais chanteur à l'âge de 17 ans quand j'ai eu mon bac. Je voulais vraiment faire des études sérieuses. Je voulais être médecin. Je voulais faire ça comme beaucoup de... Bon, enfin, j'étais un peu conditionné par la famille, hein, mais en même temps, j'avais que 2 choix, médecin ou avocat. Vous disiez que tout petit, vous chantiez une chanson dont nous avons eu la primeur tout à l'heure. Oui, je chantais, mais il y en a plein qui chantent, ils deviennent pas chanteurs. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup vous en faites un métier, une passion, ou vous en viviez? Médecine, c'était en première année ou vous aviez déjà passé le concours? Première année, non, j'ai pas passé le concours. Non, je l'ai pas passé. Donc c'était vraiment le tout début des études de médecine. Le tout début, mais le problème c'est qu'en allant en médecine, j'étais en fac et je suis arrivé à Saint-Germain parce que c'est le quartier latin, donc c'est là que j'ai fait des mauvaises rencontres en fait, des copains qui m'ont amené dans des cabarets, des trucs comme ça. Puis là j'ai vu que voilà, ça s'est fait malgré moi, à mon insu en fait. Alors cette chanson, Histoire d'un amour, elle évoque quoi pour vous? C'est la chanson je l'ai choisie parce que c'est la chanson sur laquelle se sont rencontrés mes parents. J'en étais sûr. Voilà. J'en étais sûr. C'est l'histoire d'un amour. Et vous savez quoi? J'ai vu Franck Dubosc hier. Ses parents aussi se sont rencontrés sur cette chanson. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens. Histoire d'un amour. Voilà. Mon père a invité ma mère à danser et voilà, ça a été. Et vous êtes là aujourd'hui. Je suis arrivé quelques temps après. Alors, donc c'est une chanson de Dalida, mais qui est sublime et qui est et voilà. Et je sais pas, ça c'est quand je l'écoute, je suis très ému aussi. J'imagine. Et vous, justement, le fait d'incarner ce rôle de la Latin Lover pour un large public, pour la gente féminine, ça se vit comment ça au quotidien? Quand on est timide, justement. J'ai pas le choix. C'est que moi, c'est la musique que j'aime, donc je me pose même pas la question. Je saurais pas faire autre chose. C'est ma voix aussi qui me porte à chanter ça. J'ai pas une voix pour chanter le rock'n'roll. Donc je chante ça parce que c'est ma nature, parce que je suis quelqu'un qui aime l'harmonie, qui aime les sentiments, qui veut réconcilier les gens, qui veut que les gens s'aiment, qui pense au public avant, voilà, qui voudra apporter justement. Alors justement, je pense que j'ai un rôle à jouer et nous sommes quelques-uns dans ce monde qui part en vrille. Oui. Les valeurs, ça part. Je pense qu'il faut encore plus chanter ces choses-là qu'avant même. J'entends bien, mais au quotidien, il y a forcément des jours où vous avez envie de sortir chez vous, de chez vous, pas rasé, débraillé. Ah oui, non, mais justement, ça, incarner toujours. Ah non. Ah non, je suis pas tout le temps. Non, je croyais. Moi, je croyais. Non, pas du. Mais justement, les gens sont très déçus quand ils voient en jean. Quand ils voient en t-shirt. Vous êtes en train de casser un mythe, Daniel. Ah bah je vais pas passer mon temps en costard non plus. Il fait chaud. Non, c'est vrai que les gens ils me disaient, ils pensaient que je vivais comme ça, en costume, en smoking. Moi, je pensais avec le smoking blanc, mais j'étais sûr, franchement. Ouais. Non, mais d'ailleurs, non, parce que d'abord, ça attirerait l'attention, et moi, je veux pas qu'on me regarde. Je veux être tranquille, quoi. Donc, si en plus je mettais des costards voyants, non. Non, mais disons que quand je fais le spectacle, c'est mon uniforme, le smoking, c'est Sinatra, c'est tout ça, c'est un uniforme. Il y a 2 personnes chez vous, il y a la personne que vous êtes dans la vie privée, et puis le mec qui monte sur scène et qui devient autre chose. Ouais, il y a une forme de schizophrénie, toujours. Vous avez ce recul toujours. Ouais, il y a oui, c'est pour ça que j'ai pris un pseudonyme, parce que j'ai vraiment deux facettes, peut-être même plus. C'est j'en sais rien, mais bon. C'est important, je trouve, de se protéger avec un pseudonyme. Et voilà. Donc, il vous est arrivé, notamment au début, quand ça a marché du feu de Dieu au tout départ, est-ce qu'il vous est arrivé de perdre un petit peu pied? Ah non, jamais. Non, parce que j'ai toujours, comme je vous dis, comme je voulais pas être chanteur, parce que je sais qu'il y a des gamins dès l'enfance qui font des maquettes, qui vont voir les maisons de disques. Moi, franchement, ça m'est tombé dessus. Donc, je suis toujours, même des fois, je suis surpris. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais comme job? C'est pas un métier, ça. Même encore maintenant, hein. Je vous assure. je me réveille, je dis, mais et puis, je sais pas pourquoi ça m'est tombé dessus. Donc, j'ai pas ce truc d'orgueil, de m'enorgueillir. Je suis toujours le premier surpris de ce qui se passe.
Alors, Histoire d'un amour, je sais que vous connaissez bien la chanson française, Une petite colle. Est-ce que vous savez qui a écrit les paroles françaises de cette chanson ? Évidemment. Francis Blanche. Francis Blanche, c'est vrai. Vous avez... Francis Blanche, ça fait bien sûr penser à... Oui, parce qu'on pense que Francis Blanche n'est qu'un humoriste. Mais bien il a écrit sûr. plein de chansons. Des magnifiques chansons pour Piaf. Magnifiques chansons, ouais. Et Francis Blanche, c'est aussi un formidable acteur. À quand Danny Briand, comédien ? Écoutez, par rapport à ce que je vous ai raconté, vous avez dit, comme je vous dis, je suis mystique. Je pense que les choses vous arrivent parce qu'elles sont à peu près programmées. Moi, la comédie, ça m'a jamais souri. Chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu des galères. Je me suis cassé une jambe, je me suis cassé une dent. Je suis devenu. Un jour, j'ai joué dans une série. Alors, un jour, on m'a appelé pour un film. Alors, je vous raconte ça, personne ne le sait. J'étais policier. Alors, on m'a mis les menottes. Je prends les menottes, boum, je me suis cassé les deux dents de devant. Ensuite, une fille me dit vraiment, t'es vraiment un flic de merde et tout. Elle me fout une claque, tympan crevé. Alors, pour un chanteur, c'est pas drôle. Hein. Et en plus, un jour, je passe sous un truc comme ça, jambes cassées. Je dis à la fin, stop, je vais arrêter ce métier. Il y a un truc qui va pas. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Arrêtez la comédie. Voilà. Arrêtez la comédie. Donc après, j'ai joué au théâtre. J'ai fait une dépression nerveuse. Voilà. Oui, non, faut pas. Non, donc, mais de toute façon, je vais vous dire un truc. Et vous le savez, un chanteur, c'est un comédien. On peut pas chanter ses chansons si on ne les joue pas, si on n'est pas concerné. Donc si jamais j'ai un petit talent de comédien, je le mets au service de la chanson. Oui, c'est ça. Et les plateaux de tournage, n'y allez plus. Non. On reste j'ai arrêté. Voilà, on reste dans l'Histoire d'un amour, chanson choisie par Danny Briand, qui est notre premier invité de ce premier rendez-vous, les chansons de ma vie sur Judaïque FM. C'était la chanson préférée de votre maman et Dalida. C'était la chanteuse préférée de votre la maman. chanteuse préférée de ma mère. Ma mère, elle était fan de Dalida. Elle se coiffait comme elle se maquillait comme elle, s'habillait comme elle. C'était vraiment son idole. Mais c'est vraiment la méditerranéenne, Dalida. C'est vraiment l'italienne. C'est je pense que tous les séfarades, ils adoraient Dalida. Tous ces gens, en fait, qui viennent vous avez vu, la chanson française a été nourrie de pas mal de gens qui venaient d'Afrique du Nord, hein. D'Égypte. Claude François, il venait d'Égypte. Bien sûr. Richard Anthony, Georges Moustaki. C'est un vivier, hein, cette Méditerranée. Quoi. Et à vous écouter parler, vous nous avez dit à quel point votre côté solaire n'était pas toujours une constante. Dalida, c'était un peu ça aussi. C'était quelqu'un de très très tourmenté qui donnait Exactement. Une image. Bah oui, on peut pas comprendre comment une femme qui a tout eu dans sa vie finisse par renoncer à ses jours. Ça, et la vie de cette femme, ça vous touche ? C'est quelque chose qui fait écho en vous ? Je crois que c'est quelqu'un qui a donné tout à son public et qui n'a pas construit sa vie privée. Alors je crois que c'est dangereux. Il faut tout dans la vie, il faut tout construire partout. Pas qu'une seule chose, pas que le travail, pas que la famille. Il faut avoir tout. Et donc elle a négligé, ou je sais pas, elle a pas eu de chance. Je crois qu'elle a attiré souvent des mecs suicidaires. Je crois que tous les mecs se sont suicidés. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Lucien Maurice s'est suicidé. Il y a un mec, un peintre s'est suicidé. Donc et le comte de Saint-Germain, je crois qu'il s'est raté, mais non, il s'est suicidé aussi. Il s'est suicidé aussi. Ouais, je connais bien parce que j'ai vu le film. Hein, c'est pour ça. Je pensais qu'il s'était raté lui. Non, il s'est suicidé aussi. Voilà, donc elle était attirée par des mecs fragiles, enfin, parce que bon, si elle les a attirés, c'est parce qu'elle sentait chez eux la faille. Donc bon, c'est comme ça. Et je pense que les chanteurs de cette époque, en fait, négligeaient beaucoup leur vie privée. Donc ils renonçaient à avoir des enfants, tout ça, puis ils se retrouvent à 50 ans sans enfants, sans tout. Et bon, vous, la vie privée, Dany, c'est important pour vous. Moi, j'en ai une assez riche, oui, c'est vrai. Vous avez toujours fait attention justement à ne pas faire passer l'homme public avant le papa, avant le mari, avant le... Non, je dois pas dire ça. C'est vrai que quand je fais un album ou quand je suis en tournée, c'est vrai que je dois dire c'est ce qui passe en premier. Bon. Mais je suis content d'avoir une femme qui élève les enfants, qui est là, qui surveille. Mais je pense pas que je suis un père. Je suis pas un papa poule. Je suis pas là. Et quel type de papa vous êtes ? Moi, je suis un père plutôt. Par exemple, je vois avec ma fille là. On s'est vraiment rencontrés quand elle avait 15-16 ans. Quand on a pu avoir des conversations, un truc un peu philosophique, tout ça, c'était sympa. Mais avec vos fils ? Et mes fils, bon, ils ont 10 et 11 ans. Bon, voilà, pour l'instant, c'est leur royaume, c'est l'enfant, c'est leur mère, mais je suis là quand même. Mais je pense qu'on se rencontrera bien à l'adolescence. Et la notoriété de leur papa, ils la vivent comment ? Bon, ils s'en foutent. Franchement, ils sont très très surpris chaque fois que je marche dans la rue, on me demande un autographe, ça les fait rigoler. Mais ils s'en moquent assez. Non. Ils accordent pas d'importance à ça. Alors Dany, une autre chanson que vous avez eu envie d'écouter durant ce rendez-vous, quelqu'un qui nous a quittés aussi, quelqu'un qui, alors pour le coup, lui a complètement délaissé sa vie privée
au profit de sa carrière, c'est Claude François. Alors avec un titre qui n'est pas forcément le plus connu. Ouais. Tout éclate, tout explose. Ah, j'adore ce titre. Une adaptation française de quelqu'un que vous chantez aussi, qui s'appelle Jacques Plante. Ouais. Jacques Plante, La Bohème de Charles Aznavour, c'est lui. Un grand auteur. Et pourquoi Claude François et pourquoi ce titre-là ? Alors Claude François, parce que c'est un maître du rythme. Parce que moi, voilà, ce que j'aime beaucoup dans la chanson, c'est le rythme. J'aime beaucoup, comme vous avez dit en préambule, le swing, les rythmes latins. Et je trouve de tous les chanteurs, Claude François, c'était le plus doué pour le rythme. On va voir tout ce qu'il a fait. Quand il a fait des chansons, au début c'est les yéyés, après c'est la Motown, après c'est du disco. Tout ça c'est basé sur le rythme. Donc c'est quelqu'un qui a apporté énormément dans ses danses, ses chorégraphies, sa façon de voir le métier à l'américaine. Et puis cette chanson, je trouve que c'est un hymne à la vie. Voilà, tout éclate, tout explose. C'est ce que vous écoutez le matin pour vous. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien les chansons. Je trouve qu'il y a une positivité, il y a une énergie dans les chansons de Claude François qui a été méprisée, je crois aussi, comme tous ces chanteurs de variété, mais qu'on a redécouvert avec Alexandrie, qui est carrément devenu culte. Enfin, qui est devenu culte. Voilà. Et la plus belle carrière, c'est la carrière post-mortem, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Jodassin, c'était pareil, je crois. Je crois que tous ces chanteurs, même Dalida, je suis sûr qu'à l'époque, ils s'étaient méprisés, ces gens-là. Dalida, par les quelques rôles qu'elle avait eu au cinéma, notamment dans le film de Youssef Chahine. Ouais, mais c'est vers la fin. On s'était aperçu à la fin que c'était une grande artiste. Mais c'est vrai que. Mais j'ai la sensation, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai la sensation que dans les années 70, les artistes étaient beaucoup moins respectés qu'ils ne le sont maintenant. On les prenait un petit peu pour des bulles de champagne légères et interchangeables. Oui, parce que ça venait du fait, je crois, qu'on disait que la chanson c'est un art mineur. C'est ça. Alors on croit que c'est de la gaudriole parce qu'il y avait Guy Lux, on croit que c'est léger, quoi, en fait. Alors qu'on préférait les artistes maudits qui marchent pas, qui vivent dans des chambres de bonne. C'est plus intellectuel, les poètes, voilà ça. Et le chanteur de variété qui a un certain succès, on trouve toujours ça louche. Donc on se dit, s'il a un succès, c'est qu'il est large, et s'il est large, sa pensée peut pas être profonde parce qu'il touche les gens. Et c'est pas très très français, ça, justement, d'avoir une certaine forme de défiance. Mais ça a changé, vous voyez, ça a changé. Face au succès. Encore maintenant, le succès est toujours le succès. Il y a un type comme, pour prendre un parallèle, comme Louis de Funès, par exemple, pareil, à l'époque, on le prenait pour un guignol. Louis de Funès. Oui. C'est un des plus grands acteurs au monde. Et même, il a fait la couve de Télérama il y a pas longtemps, mais il a fallu qu'il meure. C'est ça, couve de Télérama. vous entretenez quel type de rapport avec cette presse dite intello, les Télérama moi, j'y suis pas, donc je me pose même pas la question. Mais comme j'y ai jamais été, j'en souffre pas. Et ça ne vous manque pas, a priori. Non. Je me souviens un jour, j'avais fait un film, je vous raconte un truc. J'avais fait un film qui s'appelait Changement d'adresse, encensé par toute cette presse. Télérama, tout ça. 3T dans Télérama. Ouais, 3T, je lui ai dit, je suis désolé, je crois que ça va pas marcher. Et le film a fait 150 entrées. Donc, vous en fait, votre baromètre, c'est le public. C'est de durée déjà. C'est même pas le succès, parce que le succès, c'est lié à tellement de choses, aux radios qui vous passent, aux émissions de télé. C'est d'être toujours là, par vent pluvieux, d'avoir traversé le temps. Je suis déjà à ma 3e décennie. C'est génial. Voilà, donc ça c'est un truc de vérité, parce que je pense que le temps retient que ce qui est vrai finalement. Vous étiez fan, puisqu'on va passer Claude François, vous étiez fan de ces variétés des années 70? Grave. Les Carpentiers. C'était mon lait, je me nourrissais à ce lait. Tous les samedis soirs, nous étions devant et c'était un enchantement. Et j'avais pas l'impression qu'on s'emmerdait, moi, devant la télé. C'est-à-dire que le show, il était construit pendant 1h30, on s'emmerdait jamais, il y avait jamais de ventre mou, c'est toujours des chansons efficaces. Donc bien sûr, c'est une culture formidable. Et c'est ce que vous avez toujours essayé de faire sur scène dans vos Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, de mélanger la comédie, le chant, la danse, faire un spectacle total. Mais ça, c'est l'influence américaine. C'est les Américains qui ont beaucoup amené là-dedans, mais les Français, même les Claude François, tout ça, ils s'inspiraient beaucoup de tout ce qui était américain ou anglais même. Alors, puisque c'était votre lait, je vous propose un petit biberon de Claude François. Allez. Tout éclate, tout explose, on y va. Tout éclate, tout explose. Le choix de Danny Briand pour les chansons de sa vie sur Judée FM. Je préfère les chansons que les gens connaissent un peu moins aussi. J'aime bien cette idée de découvrir d'autres choses. C'est pas la plus connue. Ah non, c'est sûr que c'est pas la plus connue, mais c'est vrai qu'elle donne la pêche. Elle est super. Et c'est vrai qu'elle vous irait bien, cette chanson. Moi, en l'écoutant, en préparant notre rendez-vous. Ouais, je trouve que le son est un peu démodé. Mais en tout cas, le thème, j'aime beaucoup le thème. Cet hymne à la vie, c'est vrai que ça m'irait bien. Et c'est vrai que la Tam la Motown, c'est un truc c'est super, la Tam la Motown, que vous pourriez interpréter c'est vrai que à merveille. J'aimerais bien un jour. J'adore Tom Jones, par exemple. Je suis un fan de Tom Jones. Alors maintenant, Dany, celui auquel vous avez dédié cet album hommage, celui dont vous avez dit
avoir regretté à son départ qu'il n'ait pas l'hommage qu'il mérite. Cet album, donc 13 chansons magnifiques de Charles Aznavour, vous avez repris. Vous dites de Charles Aznavour, c'est mon maître. Oui, je pense que dans tous les métiers, il faut un maître. Parce qu'il faut un horizon, même si on le dépasse jamais, mais qui nous oblige à nous dépasser. Et moi, j'en ai eu deux. C'est Sinatra aux États-Unis. Pas mal. Et Aznavour. Et les deux m'ont appris quelque chose, des choses différentes, mais ils m'ont appris des choses. Et comme je suis un chanteur français, Aznavour, je pense que c'est le comment dirais-je, le pape de la chanson française. Je sais souvent on parle des autres, des Brel, Brassens, Ferré, mais pour moi, Aznavour, c'est plus fort. Bon, je sais pas, chacun son truc, mais bon. Je crois qu'il souffrait beaucoup, justement, du fait que lorsqu'on parlait de la grande trilogie de la chanson française. Vous l'avez connu, vous? Il vous avait fait cette confidence? Il me l'a pas faite, mais je l'ai lu. Il me l'a pas faite dans les yeux, comme on est en train de se parler. Ouais. Mais on sentait chez lui cette espèce de petite colère. On parlait toujours de Brel, Brassens, Ferré. La photo exactement, de Jean-Pierre Leloir. Quand ils font l'interview, il n'y a pas Aznavour. C'est pas normal. C'est ça. Et en plus, quand on réécoute cette interview, on s'appelloit qu'il ne s'est rien dit du tout durant cette interview. C'est des banalités. Oui, c'est vrai. C'est pas très captivant. Pleurer, quoi. Oui, j'ai entendu. Mais c'est vrai qu'il avait ce complexe. Il avait ce petit complexe. Alors, moi, je vous connais un petit peu. Il y a des images qui m'ont profondément touché et troublé. Vous êtes au Palais des Congrès. Donc, vous êtes installé, vous remplissez le Palais des Congrès. Et tel un maître qui vient débriefer un élève, Charles Aznavour, toc-toc à la porte de votre loge, il rentre et il vous débriefe, il vous fait une espèce de débrief. Mais c'est un truc de fou, ça. Ouais, c'est ça, c'est le maître, qui vient vous reconnaître déjà, il vous reconnaît. C'est-à-dire qu'il vient à votre spectacle, c'est pas évident de faire venir. Oui, non, c'est... Bon, il vient déjà, et après, il vous dit des choses. Parce qu'il a l'œil, il est exercé, il connaît, Charles Aznavour, il a fait 70 ans de carrière, il sait qui est qui fait quoi. Et ce soir-là, il vous dit, là, maintenant, vous êtes en train de devenir un chanteur. Vous êtes un jeune chanteur. J'avais pas compris à l'époque ce que ça voulait dire. Il m'a dit, vous étiez un jeune chanteur, maintenant vous êtes un chanteur. Et j'ai pas compris ce qu'il voulait dire à l'époque. Mais vous ne pensez pas, Dany, qu'il s'était complètement reconnu en vous? Enfin, en tout cas, dans la première partie de sa carrière, vous incarniez ça avec ce swing. Il aimait bien mon swing, parce que Charles Aznavour, on le sait pas, mais c'était un grand swinger. Bien sûr. Donc, quand on écoute Formidable. En duo avec Pierre Roche. Pierre Roche, toutes les chansons, mais c'est pas ce qui est passé à la postérité. C'est vrai. Le Feutre Topé. Vous connaissez le Feutre Topé? Magnifique cette chanson. J'adore cette chanson. Pour faire une jam. Poker, ce sacré piano. Il y a toute une période swing qu'il a, et que moi j'ai écouté. Et donc je m'en suis inspiré quand j'ai écrit mes chansons. C'est obligé, ça fait partie du patrimoine. Et donc il était content qu'il y ait des jeunes qui fassent un peu ce registre-là, parce que je crois que c'est un fan de jazz, vraiment. Il aimait le jazz avec une grande passion. Et puis ces images le prouvent, et ce que vous nous racontez le prouve. C'était quelqu'un qui s'intéressait aux autres. C'est pas si courant que ça dans ce métier. C'est un des rares que j'ai vu qui était arrivé donc au sommet et qui surveillait les jeunes et qui justement il donnait des conseils, il allait les voir et voilà. Et moi la rencontre s'est faite un jour au festival de Montreux en 97. On avait fait un hommage à Charles Trenet, on était plein de chanteurs, il y avait Florent Pagny, tout ça. Moi j'avais chanté le piano de la plage et Fidèle en swing donc, et il était venu me voir après, quoi. C'est Charles Aznavour quand même, il est venu me voir dans ma loge, il m'a dit c'est bien, tout ça. Puis après je l'ai vu aux éditions Harold Breton, enfin on a commencé la relation comme ça. Mais il s'intéressait aux autres. Il disait, vous devrez faire ça, vous devrez pas faire ça, vous devriez chanter autre chose. Et je crois qu'au début, il trouvait votre répertoire un petit peu léger. Light. Il vous disait donc... il dit, les chansons d'amour, ça va, mais il faut un peu des sujets de société de temps en temps. Et c'est vrai que je l'avais écouté, j'avais fait un album après... Il s'était pas proposé de vous écrire des textes, parce qu'il a fait souvent ça pour les jeunes qu'il aimait. Oui, il m'avait proposé d'écrire des textes, mais je sais pas, après on s'est pas revu, mais moi j'ai repris souvent des chansons d'amour, j'ai chanté hier encore. J'ai chanté Aïe mourir pour toi sur un album. Il y a des chansons que j'adorais. Donc j'avais suivi son conseil. J'avais fait un album entièrement pas politique, mais un peu sociétal. J'avais fait une chanson sur la chirurgie esthétique, sur le conditionnement des masses, sur Dieu, l'intégrisme. Et c'est mon album qui a pas marché. Donc je suis revenu vite avec après Tant qu'il y aura des femmes, qui était la chanson romantique. Et c'est une chanson qui nous réunit aussi pour d'autres raisons, mais on en parlera. Mais en revanche, la chanson sur Dieu, alors, vous dites que ça n'a pas marché. D'abord, je vous trouve sévère. C'est un album qui a quand même qui a un public. Oui. Et puis le public était surpris. Oui, mais c'était bien. Parce que je sortais de Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Alors j'arrive à Dieu. Ça rime en même temps. Amoureux et Dieu, c'est ça. Ça rime. Non, mais c'est vrai. Cette chanson Dieu, en tout cas, elle plaît bien maintenant. Alors, Dany, quand on est dans sa loge au Palais des Congrès et qu'on voit arriver Charles Aznavour, et vous vous dites quoi?
et j'ai réussi, je suis arrivé là où j'avais envie d'être. On ressent quoi dans son cœur à ce moment-là? Je vais vous dire, d'être reconnu par ses pairs, c'est peut-être aussi important que d'être reconnu par le public. C'est très important pour vous, ça. Oui, c'est vrai. On fait pas ce métier par hasard. Il y a quelqu'un qui déclenche les vocations. Et si cette personne, on a la chance qu'elle soit toujours en vie, parce que normalement, des fois, elle est partie. Bien sûr. Elle est plus vieille que vous. Charles Aznavour, c'est une grande longévité. Et c'est pour ça que je l'ai rencontré, parce qu'il a une longévité incroyable. C'est aussi important que la reconnaissance du public. Parce qu'on peut penser que le public, des fois, il vous aime un moment, puis après, il vous lâche. Après, il va y avoir d'autres chanteurs. Il y a les jeunes qui arrivent. Bien sûr. C'est la vie. Mais par contre, le maître, lui, quand il vous donne son affection, c'est intemporel, que ça marche ou pas. Il vous dit voilà. Donc c'est comme un diplôme. Vous avez votre parce que ce métier, en fait, il y a pas d'école. Même dans le théâtre et cinéma, il y a des écoles, mais dans la chanson. Donc dans la chanson, il y a qui? Il faut dépiler. Il y a la photo avec. Voilà, il y a la photo, il y a la vidéo. Et c'est votre diplôme. C'est mon diplôme parce qu'il faut quelqu'un vous donne le diplôme, à dire voilà, vous êtes reçu. Maintenant, vous étiez un jeune chanteur, on savait pas. Soit maintenant, vous avez duré un peu. Vous êtes un chanteur, vous avez le diplôme. C'est le diplôme. Alors, parmi les chansons de Charles Aznavour, vous avez choisi une chanson qui n'est pas la plus connue, qui est Ils sont tombés. D'ailleurs, je le signale pour nos auditeurs qui auront l'occasion de l'entendre longuement et souvent et sur notre antenne, vous avez fait une reprise de cette chanson dans votre album absolument magnifique. Une reprise guitare-voix, c'est pas une chanson facile. Ils sont tombés, ça parle du génocide arménien. Oui. Elle évoque quoi pour vous, cette chanson? C'est une chanson, moi quand je l'ai découvert, je vais vous dire, c'était la première fois que je l'ai entendu, j'avais 11 ans, parce que ma mère m'avait emmené voir un spectacle de Charles. Oui. Et donc il la chantait, c'était en 77. Et donc moi j'étais au courant de la Shoah. Bon, on en parlait tout le temps chez mes parents. Et pendant toute la chanson, je crois qu'il parlait de la Shoah. C'est ça. C'est juste à la fin, quand il dit, si on écoute la chanson, les enfants d'Arménie, je me suis dit, il parle des Arméniens. Mais j'ai eu le frisson parce que j'ai l'impression qu'il y avait une communauté de destin entre ces deux peuples. Et quand il parle des Arméniens, il parle des Juifs, de la Shoah, des camps, des massacres, tout ça. Vous le savez, Charles était très très proche du peuple juif. Il disait, je suis l'acteur. Bon, il faisait toujours des rôles de juifs. Mais bien évidemment, dans Un taxi pour Tobruk, il s'amusait beaucoup de ça. Mais c'est vrai qu'il y a une communauté de destin, il y a une communauté de souffrance. C'est ça. Donc cette chanson-là, je l'ai chantée, et je vais vous dire, quand je l'ai chantée, je pensais pas toujours aux Arméniens, je pensais aussi à la Shoah, donc je suis très ému de chanter cette chanson. Je veux dire que c'est une chanson sur les génocides, en fait, sur tous les génocides. Et le génocide arménien, ça a été le premier génocide de l'histoire. D'ailleurs, même j'ai entendu qu'Hitler, quand il a vu que les Turcs avaient massacré les Arméniens. Pour la solution finale, il a dit personne n'a bougé. Moi je vais faire la même chose avec les Juifs. Il s'est inspiré du génocide arménien. Vous êtes allé à Yad Vashem en Israël? Bien sûr, bien sûr, évidemment. C'est quelque chose qui vous touche, vous en parlez avec vos enfants, et vous transmettez ça? Ouais, c'est vrai. Je sais que la barbarie est toujours tapie au fond de l'homme, et on voit tous les jours des exemples. Et c'est pas fini, quoi. C'est toujours là, donc c'est vrai qu'il faut être vigilant, il faut faire attention. Une petite anecdote que vous connaissez peut-être, Dany, vous savez qu'il a enregistré cette chanson à 24 avril. À 24 avril 75, 60 ans jour pour jour, à Londres. Il avait loué le studio à Londres le 24 avril. Lui a dit qu'il n'avait pas fait attention. Enfin, si c'est un acte manqué, alors là, c'est vraiment que les inconscients se parlent. La nuit où le génocide arménien a commencé. Ça a commencé le 24 avril 1915. Et cette chanson, il enregistre cette chanson magnifique, une musique de Georges Garbarens, texte magnifique de Charles. Il enregistre 50 ans jour pour jour, 60 ans jour pour jour. Il enregistre 60 ans jour pour jour après le début du génocide arménien. C'est ça. On écoute cette chanson ? Allons-y. Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre, avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Magnifique chanson de Charles Aznavour et magnifique reprise de Dany Briand, guitare-voix. C'était gonflé de reprendre une chanson comme ça. On doit quand même être chargé de quelque gonflé, chose. Oui et non, c'est-à-dire que moi je me sens concerné par le gonflé sujet. au sens le plus positif du terme, c'est courageux, quoi. Déjà de faire un album hommage à Aznavour, c'est gonflé, parce que quand même il y a que des chefs-d'œuvre et qu'il y a vraiment les gens peuvent comparer après les versions.
Donc déjà, c'est gonflé de faire ça. Mais moi, je l'ai fait comme un hommage au maître. Voilà, et ils sont tombés. Pour moi, je l'ai faite parce que je pense que tout le destin de Charles Aznavour est lié profondément à le fait qu'il était arménien. Bien sûr. Que sa famille a été massacrée et qu'il y avait une revanche à prendre pour lui de s'intégrer dans la République française et de devenir petit arménien le chanteur français le plus connu au monde. Mais c'est pour ça qu'il était énervé qu'on parle toujours de Brel Brassens-Ferré. Parce que le seul chanteur français qui est connu dans le monde, c'est lui, c'est pas Brel Brassens-Ferré. Mais il le dit au micro de France Inter, il dit un jour, dans la communauté juive, il y a eu des gens qui sont arrivés de la rue et qui sont devenus des artistes. Dans la communauté arménienne, chez nous, il n'y avait pas ça. Et il voulait incarner cette réussite arménienne. Et c'était très très clair. C'est la voix des Arméniens, Aznavour. Chaque fois qu'on rencontre un Arménien, on parle d'Aznavour, on parle pas de personne d'autre. Hein. C'est sûr. si vous ne deviez garder qu'une seule chose de lui, ce serait quoi ? C'est que la chanson, en fait, c'est un métier. Parce qu'on peut penser, nous, que la chanson, c'est bon, on voit bien, les gens font 2 ans, 3 ans, puis après ils disparaissent, puis après d'autres. Mais lui, il nous a montré, par sa longévité, par sa créativité, que c'est un vrai métier. C'est un métier, en fait. Et il y a des règles dans tous les métiers. Ça s'apprend. Il faut après s'améliorer. Mais c'est rassurant parce qu'on peut penser des fois que la chanson, c'est un état de grâce. Un type a trouvé un tube. Oui, c'est ça. Il y a 2 ans. Puis la plupart des gens pensent ça. Bien sûr. Et lui, il nous a montré, comme Sinatra, comme Yves Montand, comme le travail, que c'est un travail. Il travaille 17 heures par jour, je crois. Et que c'est un job, c'est un métier, c'est pas un truc de gaudriole. Vous savez très bien, Denis, à 94 ans, il se levait à 5 heures du matin pour écrire. Voilà. Je crois qu'il vous a donné un texte. Oui, il m'a donné un texte, en fait. Oui, quand je suis allé chez lui, il y avait une table de billard, il m'a dit choisis un texte et j'ai pris un texte. Mais j'ai jamais osé mettre une musique dessus, je le garde comme un talisman. J'imagine. Et comme le diplôme, voilà, avec le certificat. Et sur la cheminée. Voilà. Alors, Dany, une dernière chanson, on pourrait parler des heures avec vous. Qu'est-ce qui vous a pris ? Fais-moi mal, Johnny, le premier rock sadomaso. Ah oui, alors je sais pas si ça va passer sur cette antenne. Hein. Mais qu'est-ce qui vous a pris ? Mais j'aime bien bousculer un peu les conventions. Hein. Je sais pas si vous allez le passer. Hein, mais bien sûr qu'on va le passer. Non, parce que en fait, voilà, j'adore cette période parce que c'est la période Saint-Germain-des-Prés. Bien sûr. Boris Vian. Magali Noël. Voilà, Magali Noël, c'est swing et c'est tout ce que j'aime. C'est comme ça que j'ai commencé. Et moi, je chantais pas cette chanson, mais j'avais une copine qui la chantait et c'est un texte de dingue. C'est absolument génial. C'est Boris Vian dans toute sa flamboyance. C'est osé, mais je sais pas. C'est ça swing. Moi, j'adore cette chanson. Bon, moi, je sais pas si c'est bon. Si les gens vont apprécier. Et ce qui paraît dingue aujourd'hui, où on entend tout et on voit tout, c'est de savoir que cette chanson a été vraiment censurée. Ah oui, elle est censurée, mais je me demande si elle va pas être censurée sur cette radio. Sur Judaïque FM, ça passe ici. Ah, ça va, alors vous êtes plus ouverts. Ici, nous sommes ouverts. Mais elle est de quelle année d'ailleurs ? Elle est de 56. 56. Et j'apprenais qu'il y a pas très longtemps que lorsqu'elle la chante à l'Olympia, on lui demande de faire des la sur certaines paroles et que Beko dans les coulisses lui hurle mais vas-y chante là. Enfin, elle est obligée, elle est vraiment censurée. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a une espèce de ministère de l'information. On lui demande la musique ça va, mais le texte non. Ouais, mais c'est une bonne chanson. Mais très bonne chanson. Mais vous aimez justement un petit peu jouer avec les limites. En fait, vous êtes beaucoup moins. Je vais pas dire lisse parce que ce serait pas gentil, mais beaucoup moins gentil. Non, beaucoup moins conforme à l'image que l'on pourrait avoir de vous. Oui, mais parce que l'image qu'on a de moi, c'est dans des télévisions. Bah, la télévision, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous êtes obligé, vous pouvez pas faire la gueule. Bon, vous souriez. Alors quand vous souriez, ça peut toujours, on se dit bon, il sourit, bon, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, un acteur, il a plus le droit de faire la gueule, par exemple. Ou de faire des conneries, c'est tout vrai. ça. Mais le chanteur, il doit être un peu, pas universel, mais il doit rassembler. Donc ça peut des fois donner un peu de tiédeur. Pour vraiment me connaître, je crois qu'il faut venir sur scène. Mais j'ai l'impression aussi qu'à l'heure qu'il est, à l'âge que vous avez maintenant, vous avez justement envie de bouger un petit peu les lignes, de faire bouger un peu les lignes et de vous montrer peut-être tel que non, vous êtes. Non, mais je me suis toujours montré, mais si vous voulez, j'ai peut-être une autocensure, peut-être que je fais, j'essaie d'être sympathique, je sais pas. Bon, je sais pas. Vous pensez que le public vous connaît vraiment pour qui vous êtes ? Bah alors, il y a une phrase que j'adore, je sais plus qui a dit ça, on n'est jamais connu pour les bonnes raisons. Et c'est tellement vrai. Alors bon, ce qui est bien, c'est quand on dure, on a la chance peut-être de dévoiler d'autres facettes, et voilà, au fur et à mesure, on peut se montrer différent. Mais c'est pas mal de surprendre aussi, c'est-à-dire les gens vont vous comme ça, et après vous êtes différents, et ça surprend. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vous dites les 3 décennies, pour les 3 décennies qui viennent ?
D'avoir la santé, parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, c'est la seule chose que je souhaite à tout le monde. De sauver sa peau. Après, le business, tout ça, bon, ça vient. Et de pouvoir être là, de pouvoir voir ses enfants grandir. Et ce métier, il est en train de bouger, il change beaucoup, donc je ne sais pas vers quoi il va évoluer, mais peut-être les gens viendront toujours écouter chanteurs sur scène. Quoi qu'il arrive. Il faut le souhaiter, je pense que les gens en ont besoin. Pour vous, Vous avez vu la transition, là ? Je vois ça, mais là, vous me l'avez mise dans la raquette, c'est absolument génial. Dany, la plus belle chanson pour vous, c'est quoi ? C'est la prochaine ? La plus belle, c'est-à-dire ? Votre plus belle chanson. Et c'est la prochaine, c'est ça qui vous fait... C'est l'avenir qui vous pousse ? Ah oui, j'ai envie d'écrire... Et c'est celle qui reste à faire ? J'aimerais écrire d'autres chansons, mais vous m'avez proposé quelque chose, c'est d'en écrire pour d'autres. Peut-être c'est pas mal aussi. Faudrait que j'essaye ça. J'ai jamais écrit de chansons pour des gens, en fait. Mais je suis sûr que vous avez un tel panel. Ouais. Vous habillez sur mesure, mais habiller aussi les autres sur mesure, c'est peut-être quelque chose qui pourrait... Ouais, pourquoi pas, mais il faut qu'ils soient un peu dans mon style, parce que moi, je sais écrire que swing, latino, italien, c'est ça. Il faut trouver le chanteur qui aime cette musique, qui la ressent. Mais peut-être dans la nouvelle génération, maintenant, ça va arriver. Moi, à ma génération, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas grand monde qui aimait ce registre-là. Et pour vous, quel est le prochain rêve artistique à Soufi Et pour vous, quel est le prochain rêve artistique ? Alors, je vais vous dire, moi j'ai un autre rêve, parce que, je ne sais pas si je peux en parler, mais je voulais faire un double album de Charles Aznavour. Oui. Parce qu'il y a l'œuvre est tellement immense. Oui. Et j'avais projeté de faire donc un album latino, comme on a entendu la bohème, c'est latino, et un album crooner, parce qu'il y a plein de chansons comme Formidable, Mes emmerdes et tout. Et j'ai commencé latino, et après il y a le confinement qui est arrivé, et j'ai pas pu faire l'album crooner. Donc on prend rendez-vous pour... Et j'aimerais bien faire cet album, parce que j'ai un manque. Par exemple, quand je vais faire mon spectacle là au Dôme de Paris, bientôt. 17 et 18 octobre, j'ai pas assez, j'ai 13 titres. 17-18 octobre 2021. Oui, 2021, à cause des problèmes... On rappellera les dates. À cause des problèmes de Covid, j'ai dû repousser la scène. J'ai 13 chansons, ça suffit pas pour faire un spectacle sur Charles Aznavour. Il m'en faut d'autres. Donc j'ai pensé à Formidable, à Mes emmerdes. Moi je vous propose qu'on prenne rendez-vous tout de suite. Les comédiens, voilà. Pour le prochain. En attendant, donc, on écoute Fais-moi mal. Voilà. Nous on va se faire beaucoup de bien en écoutant ça. Et on se retrouve pour se dire au revoir ensuite. D'accord. Et oui, Fais-moi mal, Johnny, sur Judaïk FM. Ça a l'air de vous étonner, Dany. Ah non, nous sommes très ouverts, écoutez. Non, mais en plus, honnêtement... on comprend pas tout, de toute façon. On comprend pas tout déjà. Et là aussi, quand même, on comprend. Enfin, moi, j'ai bien compris. Mais vous, je sais pas, moi, j'ai bien compris. Je crois que vous avez bien compris aussi. Mais c'est surtout que ça paraît extrêmement désuet aujourd'hui de se dire que ça a été censuré. Quand on voit ce qu'on entend aujourd'hui, c'est vraiment une petite chanson d'amour, presque. Dany, il nous reste une chose à faire, c'est à vous remercier d'avoir été notre parrain pour cette première émission. Alors, on rappelle votre actualité, ce nouvel album qui est sorti il y a 2 jours. Il est sorti il y a 2 jours, donc allez vous précipiter. Les chansons de Charles Aznavour, on les connaît. On les connaît pas éclairées sous cet angle-là. Il y a vraiment, moi j'ai écouté ça avec énormément de plaisir et je suis sûr que les auditeurs vont vous faire l'accueil que cet album mérite. La scène, c'est pas tout de suite. 7 et 17 octobre 2021 maintenant, puis une grande tournée. 7 et 17 octobre au Dôme de Paris. Ça vous manque la scène, le régime sans scène, ça vous... Ah, pas mal. Elle est mignonne, celle-là. Ouais, ça commence à me manquer, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, parce que moi j'ai commencé par là, et le 10 finalement c'est qu'un accident, mais la scène, le théâtre en tout cas, le public vivant, ça peut manquer, ouais. C'est vrai, ça manque. Écoutez, on va souhaiter aux auditeurs, et moi je vais vous souhaiter que cette nouvelle année soit plus agréable que celle qui vient de se terminer, qu'on puisse vite retourner dans les salles et venir vous applaudir au plus vite. Dany, merci beaucoup. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.